Bonjour à tous et tous et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire mais aussi en sciences sociales, puisque nous avons le plaisir d'être aujourd'hui avec Annabelle Alouche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Picardie, rattachée au CURAP, co-rédactrice en chef de La Vie des idées, et on termine avec vous notre tour d'horizon des coups de cœur 2023 de nos invités en histoire antique, médiévale, moderne, contemporaine, en BD historique, et donc aujourd'hui avec vous en sciences sociales. Alors c'est des coups de cœur, ça veut dire que c'est pas exhaustif évidemment, mais c'est des livres ou des parutions que vous avez appréciés. Je crois qu'on commence avec le travail de Camilo Leon Quijano. Absolument, en anthropologie visuelle, anthropologie urbaine, aux éditions de l'EHESS. Pour moi, ce livre qui s'appelle donc La Cité et qui porte sur Sarcelles et sur l'expérience visuelle de la vie en banlieue et notamment à Sarcelles est vraiment mon coup de cœur de 2023 et pour moi est d'un grand apport du point de vue des sciences sociales et de la manière dont on peut prendre en compte la question de l'image et de l'expérience sensorielle en sciences sociales. La question que se pose Camillo León Quijano est assez simple, c'est comment les habitants de Sarcelles vivent-ils la vie en banlieue et vivent-ils la vie dans la cité tout simplement, c'est-à-dire comment expérimentent-ils leur propre ville, ville sur laquelle évidemment il y a énormément de production d'images, notamment d'images médiatiques sur la banlieue, Sarcelles incarnant ces grands ensembles créés au début des années 60 justement pour accueillir un ensemble de populations à la fois plutôt défavorisées et d'origine immigrée. Ce qui est intéressant dans le travail de Camillo León Quijano, c'est déjà donc qu'il s'interroge sur la manière de redonner la parole ou de redonner une visualité en quelque sorte à ses habitants en luttant contre ce qu'il appelle l'hégémonie visuelle. Donc les médias produiraient une hégémonie visuelle sur les banlieues en général et sur les cités en particulier. Et le but des sciences sociales, selon lui, serait de redonner un sens à la visualité, au régime de visualité de ses habitants, en leur redonnant la parole. La parole, mais pas que, mais en redonnant sens en quelque sorte à leur expérience sensorielle, pris dans toutes ses dimensions, y compris d'un point de vue auditif. Là, on est vraiment dans la continuité du travail de Renaud Epstein, que j'avais déjà modestement cité l'année dernière. Donc, on est bien arrivé, qui était fondé donc justement sur l'usage de cartes postales de cités HLM au début des années 60 ou à la fin des années 60, qui permettait de réhabiliter une lecture des HLM comme quelque chose d'extrêmement positif, hein, comme un progrès social, comme une évolution notamment pour les classes populaires. On est vraiment dans cette ligne-là, dans la mesure où le travail de Camillo León Quijano vise véritablement à réhabiliter ces espaces qui sont dévalorisés par ce qu'il appelle cette forme d'hégémonie visuelle des médias. Pour ça, il prend un angle méthodologique extrêmement original qui fait vraiment tout l'intérêt du livre, c'est qu'il essaye de rendre compte de cette expérience multisensorielle de l'espace en donnant par exemple aux enquêtés des appareils photos. Donc en général, quand on travaille en sociologue, on interroge les gens, on les rencontre, bien sûr, on les observe, mais on leur donne pas d'appareil photo. Et là, il a invité les habitants de Sarcelles à se prendre en photo, à prendre en photo leur cité et à prendre en photo leur quotidien pour justement réhabiliter ou restituer l'expérience visuelle ordinaire des habitants de Sarcelles. L'autre originalité méthodologique, qui est en fait aussi une originalité éditoriale, c'est qu'il a essayé de les enregistrer ou leur donner des dictaphones pour qu'ils puissent s'enregistrer. L'idée, c'était de restituer une expérience sonore de l'habitat à Sarcelles. Donc, les bruits aux alentours, les enfants qui jouent au football, par exemple, ou le RER qui passe, ou l'autoroute qui passe, puisqu'on sait que dans le nord de Paris, effectivement, il y a énormément de voies de transport et que ça aussi, ça a un impact sur l'expérience ordinaire des habitants de ces cités, notamment de celle de Sarcelles. Et donc, pour restituer cette expérience sonore, il a mis à l'intérieur avec son éditeur, donc les éditions de la HESS, des QR codes qui, quand on les scanne avec un téléphone portable, permet de restituer cette ambiance sonore. Alors, ça mène aussi parfois à des vidéos, par exemple des vidéos de l'Institut national de l'audiovisuel, INA, qui reviennent à de vieux reportages qui permettent de comprendre l'histoire de Sarcelles. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de restituer cette
dimension multisensorielle de l'espace et de l'espace urbain, celui de la cité. Et pour moi, c'est vraiment, de ce point de vue-là, une véritable avancée, non seulement en termes de sciences sociales, mais aussi en termes éditoriaux, puisque c'est la première fois que je vois un QR code, en tout cas des QR codes utilisés dans cette ampleur-là, dans un ouvrage de sciences sociales. Par ailleurs, il y a énormément de place pour l'image dans ce livre-là, ce qui lui donne vraiment un véritable statut de beau livre. Alors, on est en fin d'année et il me semble que potentiellement, c'est vraiment un livre qui peut aussi passer pour un beau livre. Non seulement un livre de sciences sociales, mais aussi un beau livre. Ce qui est aussi très intéressant dans ce livre-là, c'est qu'on a vraiment un vrai effort de restitution du corps des enquêtés et du corps en contexte, ce qui est toujours assez difficile finalement en sciences sociales, où on n'est pas, et notamment en sociologie, pas formé à l'utilisation d'images, contrairement à l'anthropologie ou par exemple à l'histoire, où on a évidemment recours aux archives, où l'image est un support beaucoup plus évident. Et là, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment bien mobilisé, à la fois le sonore et le visuel, et qui sert véritablement le travail de sciences sociales de l'auteur pour justement restituer cette expérience multidimensionnelle de la vie dans la cité. Voilà à ce titre pourquoi c'est ma pépite de l'année. Alors, ce qui est intéressant avec ce travail-là aussi, c'est que ça restitue vraiment une tendance beaucoup plus lourde en sciences sociales, notamment en sociologie et en sciences politiques, en sociologie politique, autour de la sociologie visuelle. La réhabilitation, en l'occurrence, de l'image sous toutes ses formes, que ce soit l'image fixe, la photographie ou l'image animée, le cinéma, les séries de fiction, comme des sources intéressantes pour les sciences sociales. Et à ce titre-là, je voulais citer deux titres qui me paraissent importants et qui ont été parus cette année. Le premier, c'est Puissance politique des images d'Ophir Lévy et Emmanuel Taïeb au PUF La vie des idées, qui justement essaye de réfléchir à la manière dont on pourrait équiper le lecteur d'une forme de littératie iconographique. Donc l'idée, c'est vraiment permettre au lecteur de comprendre et de pouvoir déconstruire les images notamment portant sur des objets politiques, mais pas que, alors que dans un contexte où on est absolument bombardé d'images. Et l'idée derrière ce livre-là, c'est que cette littératie iconographique est d'autant plus nécessaire que c'est un enjeu donc démocratique. Donc, dans un contexte où on a tous et toutes accès à l'image de plus en plus, notamment grâce à Internet, et à l'image politique, où l'image politique est, comme on le sait, extrêmement manipulée en quelque sorte, il est d'un enjeu démocratique d'apprendre aux citoyens à déconstruire cette image. Et ça, je trouve que c'est vraiment un double positionnement, à la fois effectivement en sciences sociales, mais aussi d'un point de vue citoyen qui me semble extrêmement porteur. Que l'image, par ailleurs, donc en sciences sociales, a un intérêt scientifique au-delà de sa valeur esthétique et de son utilité sociale, mais sans nier la possibilité pour le citoyen d'avoir un apprentissage de la littératie, d'une littératie iconographique qui lui permettrait justement d'être un meilleur citoyen en quelque sorte. Le deuxième livre en sociologie politique visuelle que je voudrais citer, qui est en fait plutôt une anthropologie visuelle, c'est celui de Laurent Gaillet, Le capitalisme à main armée, cahier des patrons à Karachi. Donc, Laurent Gaillet est un anthropologue à Sciences Po Paris, aux séries. Il travaille notamment sur le capitalisme et la production industrielle de textiles au Pakistan, parmi tant d'autres, et qu'il saisit là, dans ce livre-là, par sa dimension sécuritaire. Ce qu'il dit, c'est que le développement d'un capitalisme textile au Pakistan, en particulier à Karachi, a un impact extrêmement fort, notamment d'un point de vue urbain, dans la mesure où il a un impact direct sur les panoramas, mais aussi sur la manière dont s'organise l'ordre social et l'ordre sécuritaire dans la ville de Karachi. Et ce qui est intéressant d'un point de vue visuel avec ce livre-là, donc qui est aux éditions CNRS, c'est que il est suivi d'une sorte de carnet de photos de terrain. Donc les photos de terrain, pour un anthropologue, c'est quelque chose d'extrêmement classique, mais la manière dont dont il est mis en œuvre est très intéressante parce que ça permet de souligner à la fois les effets de l'industrie textile sur la topographie des alentours de Karachi et sur son habitat, et notamment sur les habitants les plus populaires, et la manière dont ils s'organisent et s'orientent spatialement par rapport à ces industries
du textile. Et la photo, évidemment, rend compte et rend visible en quelque sorte ces stratégies à la fois d'ajustement des habitants à cette industrie et en même temps de résistance et de contournement en quelque sorte, avec des photos très intéressantes où on voit par exemple des habitats, enfin en tout cas des usines qui se protègent avec des tôles ondulées des habitats aux alentours parce que les habitants passent leur temps à caillasser les usines, notamment pour lutter contre la pollution de l'air, pour signaler qu'ils ne sont pas contents quand les industries polluent l'air. Ce qui est vraiment, pour moi, une façon extrêmement intelligente de compléter les approches en sciences sociales qui sont plutôt fondées sur des approches discursives, donc questionnaire, entretien, observation, par une approche visuelle. Donc voilà pour l'approche en sociologie visuelle qui pour moi me semble vraiment une tendance lourde depuis quelques années en sciences sociales, sociologie, sciences politiques et évidemment anthropologie. Dans le travail que vous avez mentionné de Camilo León Quijano, il était question de sociologie du corps et ça figure au cœur du deuxième livre que vous allez conseiller, qui est celui de Lucille Quéré, Un corps à nous. Oui, tout à fait, un corps à nous paru aux presses de Sciences Po cette année, qui est issu en fait d'une thèse de doctorat en sciences politiques et qui est intéressante parce que c'est une sociologie des mobilisations féministes post-MeToo, en quelque sorte. Les mouvements féministes post-MeToo, ou parfois appelés aussi néo-féminisme, sont souvent au cœur de l'actualité sans qu'on sache véritablement à partir des outils des sciences sociales comment les analyser. Et le travail de Lucille Quéré est l'un des premiers vraiment à décortiquer les manières de faire en quelque sorte de ces mouvements. Donc à ce titre-là, je pense que c'est vraiment un livre intéressant, d'autant plus que dans nos librairies et en sciences sociales et dans les productions des éditeurs qui s'intéressent aux sciences humaines et sociales, on a de plus en plus de livres sur le genre et sur les féminismes. Et celui-là, pour moi, fait partie de ceux, avec notamment aussi celui de Lucille Rouault aux éditions ONS Éditions, donc à l'ENS Lyon, qui sortent du lot cette année. La question que se pose Lucille Quéré est la suivante, c'est quel rôle joue le corps dans la politisation féministe et en cela, elle se fonde sur une méthodologie comparée en travaillant sur les mobilisations féministes type néo-féministe qui se tourne vers ce qu'elle appelle le self-help gynécologique. L'idée étant de, en quelque sorte, rendre leur corps aux femmes et leur permettre de produire du savoir sur leur propre corps et notamment sur leurs organes génitaux et d'un point de vue gynécologique, de lutter contre une domination masculine du savoir sur les organes génitaux féminins, qui est évidemment détenue essentiellement par les gynécologues. Comment, en tant que féministe, on peut produire du savoir sur son corps et comment, du coup, ça nous permet de nous rattacher en quelque sorte à une grande famille féministe. Ça, ce qui est intéressant avec cette approche-là autour du corps, c'est au-delà de documenter les néo-féminismes, c'est aussi de participer au grand débat lié à l'histoire du féminisme. Et évidemment, il faut se rapporter notamment aux écrits de Bibia Favart sur les différences entre approche matérialiste et approche essentialiste. La dernière approche étant celle qui a tendance à s'approprier la question du corps féminin comme quelque chose d'une essence et qu'on ne pourrait pas déconstruire. L'idée derrière ces mouvements féministes, c'est véritablement de promouvoir une forme d'expérience de soi et expérience de son corps comme une source de savoir qui s'opposerait justement à celle des médecins et encourage les militantes, par exemple, à explorer elles-mêmes leur corps avec et notamment en collectif avec des examens gynécologiques qu'elle ferait elle-même sur elle-même plutôt que de laisser ce savoir-ci à des gynécologues. Ce qui est intéressant aussi avec ce livre-là, c'est qu'elle revient aussi sur la construction des mémoires féministes, question qui est extrêmement importante notamment en histoire puisqu'il y a un musée du féminisme, des féminismes qui est en train de se construire à Angers, il me semble, autour de Christine Barr. J'espère que je prononce bien. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment ces néo-féministes s'approprient la mémoire des féministes plus anciennes, en quelque sorte, et contribuent à produire une mémoire collective des féminismes, en quelque sorte, où les sciences sociales ont véritablement une place importante, même si les sciences sociales, et ça, Lucille Quéré finit sur ça, ont une place
ambivalente, comme d'habitude. C'est à la fois une source de savoir sur elle-même et sur le monde social, et en même temps, ça permet de déconstruire les rapports de pouvoir qui persistent à l'intérieur de ces mouvements politiques féministes, évidemment, puisque ces mouvements féministes ne sont pas exempts de rapports de domination fondés sur des logiques intersectionnelles, par exemple. Et par exemple, sans doute de contradiction, dans la mesure où le savoir gynécologique, par exemple, n'est pas purement masculin, parce qu'évidemment, on est des femmes gynécologues, donc ça veut dire que c'est une façon de constituer ça en problème qui, sans doute, ne ferait pas l'unanimité dans les mouvements féministes eux-mêmes. Absolument, tout à fait. Alors, vous avez également un livre qui, en tout cas, du point de vue des thèmes, semble plus classique, c'est celui de Nicolas Duvaux, L'avenir confisqué. Oui, l'avenir confisqué pour moi, c'est l'un des grands, voire la grande sortie en sciences sociales cette année. Donc en général, les sorties en sciences sociales se font en septembre. On a eu plusieurs livres qui avaient un apport théorique ou étaient fondés sur une volonté d'avoir un apport théorique du point de vue des sciences sociales. Le Bernard Lahire, par exemple, le Wilfrid Ligné. Mais le Nicolas Duvaux, pour moi, c'est véritablement celui qui va le plus loin. Notamment en termes de sociologie des stratifications sociales. Toute l'idée du livre, c'est que de valoriser en quelque sorte l'appréciation subjective de sa position sociale. Pour le dire autrement, Nicolas Duvaux utilise un peu une métaphore météorologique en disant qu'il y a, comme il y a une température réelle et une température ressentie quand il fait très froid ou très chaud, et ben, il y a une position sociale réelle et objectivable, par exemple sur la base du salaire ou de la classe sociale, et une position sociale subjective qui ne correspond pas forcément tout à fait exactement à la position sociale qui est attribuée à un individu, et que c'est celle-ci qui doit être prise en compte, notamment parce qu'elle va avoir un impact sur la manière dont les gens vont se projeter dans l'avenir. On sera plus ou moins prompt à se projeter dans l'avenir, qu'on sera assuré de sa position sociale, notamment lorsque cette position sociale est fondée sur la propriété, donc la propriété de patrimoine immobilier en particulier. C'est ce qu'il appelle la synthèse projective, c'est le grand apport conceptuel de son travail. C'est une façon socialement située de se penser par rapport à l'avenir. Et évidemment, à ce jeu-là, c'est toujours les classes moyennes et supérieures, parce qu'elles bénéficient de ressources particulières qui sont plus armées en quelque sorte pour se projeter dans l'avenir avec beaucoup plus de sérénité en quelque sorte. Et c'est ça qui va leur apporter finalement un statut social beaucoup plus assuré à l'avenir. Donc l'intérêt vraiment d'un point de vue épistémologique de son approche, c'est vraiment associer approche quantitative et approche qualitative de la stratification sociale, sans dévaloriser l'approche qualitative comme une approche purement subjective, fondée sur les représentations. Ce qu'il dit, c'est que finalement, on peut objectiver la stratification sociale à partir de cette dimension subjective, si on s'en donne la peine. Et évidemment, tout l'intérêt de ce travail-là, notamment dans un contexte politique tendu qui est le nôtre, c'est essayer de comprendre le vote aux extrêmes, le vote Rassemblement national, notamment pour le cas de la France. Comme une manière ou comme une difficulté des classes moyennes en ascension sociale, en petite ascension sociale, comme une difficulté à se projeter vers l'avenir et donc à se différencier plus clairement des classes populaires. Et donc à ce titre-là, pour moi, c'est véritablement un livre important cette année. Et puis comme on est dans une série d'émissions sur les conseils de lecture, on va faire un peu de mise en abîme avec un livre sur la lecture, le livre de Cécile Barthes-Rabot, La lecture, valeur et déterminant d'une pratique, paru chez Armand Collin. Voilà, ce sujet de lecture, ça fait assez longtemps maintenant qu'on la pratique, donc qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant dans cet ouvrage ? Alors, ce qui est très intéressant avec le livre de Cécile Barthes-Rabot, c'est qu'évidemment, c'est une synthèse. Donc, ça paraît chez Armand Collin. Donc, il fait la synthèse de beaucoup de décennies de travail en sociologie de la culture sur la pratique culturelle de la lecture. Ce qui est très intéressant, en fait, parce que la culture, donc l'aptitude à la lecture, elle conditionne, comme le dit un sociologue comme Philippe Coulangeon, les inégalités socioculturelles. C'est-à-dire que de sa capacité à lire ou à lire d'une certaine façon, ou à lire un certain type de livre, on va pouvoir faire fi des inégalités socioculturelles, ou du moins s'en émanciper dans une certaine mesure, ou au contraire se mettre dans une position de reproduction sociale, que ce soit dans un sens ou dans un autre, en quelque sorte.
D'où l'intérêt véritablement pour moi de revenir, de faire la synthèse de tous les écrits qui ont été faits depuis une trentaine d'années autour de la lecture. Et le grand apport pour moi de cette synthèse proposée par Cécile Rabot, c'est que Cécile Barthes-Rabot, c'est véritablement que c'est pas en fait tout à fait une synthèse, il y a aussi un travail de terrain sur le sens de la lecture en contexte de massification scolaire. 30 ans, 40 ans, 50 ans après la massification scolaire, après les premières vagues de massification scolaire, qu'est-ce que la lecture fait encore au lecteur, en quelque sorte, et dans un contexte évidemment de développement de l'internet, des jeux vidéo, etc., etc. Ce qui est intéressant aussi dans son livre, c'est qu'elle s'intéresse aux médiateurs, en quelque sorte, aux intermédiaires de la lecture, ceux qui créent le mythe, enfin ce qu'elle appelle le mythe de la rencontre magique entre le lecteur et l'auteur. Évidemment, tomber sur un livre dans une librairie, ça suppose de s'être soumis à tout un ensemble d'intermédiaires, que ce soit par exemple un article dans le monde des livres, cher André, ou évidemment un libraire ou la vitrine d'un libraire ou un ami ou un site internet ou un blog qui vous a conseillé peut-être ou qui vous a guidé, si ce n'est vers un livre, au moins vers un rayon. Et là, pour le coup, Cécile Barthes-Rabot fait un petit peu la liste, la série de toutes les avancées, notamment en sociologie économique, et elle se fonde notamment sur des écrits de Karpik sur la construction de la valeur économique et sociale des biens consommables, mais aussi des biens culturels, pour comprendre la manière dont on va à un livre en quelque sorte. On a toujours l'impression que c'est complètement par hasard, mais évidemment, ça ne l'est pas. Et à ce titre-là, c'était un livre qui me semblait être important pour la sociologie de la stratification sociale et aussi, par exemple, pour la sociologie de l'éducation. Alors on est vraiment dans la mise en ligne, puisque dans la prescription sur quelque chose qui étudie les pratiques de prescription, donc c'est absolument formidable. On va terminer avec quelque chose d'un peu plus exotique, y compris dans le titre, puisqu'il est question j'allais dire de Bourdieu, mais il est question de Foucault en Californie. Oui, Foucault en Californie, donc il y a un livre qui a été réédité cette année en poche à la découverte, qui a été publié en 2021 chez Zone, après une publication en 2019 en anglais. C'est un livre absolument extraordinaire, grand coup de cœur depuis en fait plusieurs années, qui relate une anecdote connue par les Foucaldiens aficionados, qui est celle d'un voyage de Michel Foucault en Californie qui aurait donné lieu à un trip à l'acide dans la vallée de la mort en Californie. Donc, selon la légende, Michel Foucault aurait été guidé par des étudiants californiens, notamment de Berkeley, vers la vallée de la mort, et on lui aurait donné du LSD, ce qui aurait donné lieu à tout un ensemble d'hallucinations de Foucault autour de la philosophie. Et ce qui est intéressant avec ce livre, en fait, c'est que on est vraiment dans une démarche à la fois j'ai envie de dire de fan, hein, puisque l'idée c'est essayer de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, et en même temps on dit quelque chose d'extrêmement intéressant en termes d'histoire intellectuelle, donc de socio-histoire intellectuelle, si on se situe dans une perspective sociologique. Effectivement, l'autrice en fait a ressuscité en quelque sorte un ancien manuscrit de Simeon Wade, qui est en fait l'étudiant. En fait, c'est plutôt un assistant, un maître assistant ou un assistant enseignant qui était à l'université de Californie en 1975 et qui a accueilli effectivement Michel Foucault et qui a été à l'initiative en fait de ce voyage dans la vallée de la mort qui a véritablement existé. Dans le livre, on a aussi plein de photos de Michel Foucault en Californie et dans la vallée de la mort, ce qui le rend aussi extrêmement intéressant d'un point de vue vestimentaire. Et là, je me permets une petite incise personnelle fondée sur un intérêt propre pour les vêtements dans les années 70. Au-delà de ces caractères anecdotiques, ce qui m'intéressait véritablement, c'est la manière dont ce livre-là met en exergue la réception de Foucault aux États-Unis dans les années 70. On sait bien que Foucault, ça fait partie des auteurs de la French Theory, c'est-à-dire des auteurs qui désormais sont en haut de tous les classements bibliographiques ou bibliométriques mondiaux. Et l'intérêt du livre, c'est véritablement de comprendre comment Foucault a été, dès les années 70, reçu et très très bien reçu par les Américains et notamment dans les universités californiennes. Donc, on relate avec beaucoup de détails en fait
ses visites, la manière dont il organise ses conférences, la manière dont elles sont reçues ces conférences. Donc à ce titre-là, d'histoire intellectuelle, ça me paraît être un document très intéressant. Et d'ailleurs, il est reçu principalement en littérature ou en études européennes, plus qu'en philosophie au sens strict du terme. L'intérêt des Américains en 75, date de parution d'ailleurs de Surveiller et punir, c'est en fait les mots et les choses. Ce qui les intéresse, c'est véritablement les mots et les choses. Alors qu'il est aussi en train d'écrire Histoire de la sexualité. En tout cas, les tomes qui vont paraître après le tome 1. L'intérêt du livre pour moi, c'est au-delà de la question de l'histoire intellectuelle, c'est que c'est un livre extrêmement malin. Malin pourquoi ? Parce que c'est un livre plus foucaldien que foucaldien. C'est pour ça que je dis que c'est un livre de fans, en quelque sorte. C'est parce qu'il rend compte du corps foucaldien. Foucault n'est pas un philosophe, mais véritablement un être humain, et un être humain parfaitement incarné. On le décrit avec moult détails, comme un octambule, il marche, il fatigue, il pleure d'ailleurs quand il prend de la drogue, il est séduit par des étudiants, des étudiantes, il coupe du bois. Il y a une scène extraordinaire où on le décrit en train de couper du bois dans une forêt californienne. Donc, en quelque sorte, c'est un livre qui est plus foucaldien que Foucault, puisqu'on sait évidemment la centralité de la question du corps dans la philosophie de Michel Foucault. Le deuxième intérêt de ce livre-là, d'un point de vue philosophique, c'est qu'il est dépeint au milieu d'un groupe d'étudiants, tous aussi beaux que cultivés, donc extrêmement hippies. On reste dans des milieux très bourgeois qui sont conquis par la contre-culture de la fin des années 60, début des années 70. Et de ce point de vue-là, c'est un livre plus foucaldien que Foucault, dans la mesure où Foucault est dépeint comme une sorte de nouveau Socrate. Pour moi, ça m'a immédiatement fait penser au banquet de Platon, où Platon met en scène son maître, donc Socrate, au milieu de l'agora athénienne, en train d'échanger avec un groupe de jeunes gens tous aussi beaux qu'intelligents autour de ce qu'est le bon, le beau et le vrai. C'est exactement la même chose pour ce livre-là, où Foucault est dépeint. Et je pense que c'est exactement comme ça qu'il l'a compris aussi, comme une sorte de Socrate des temps modernes, où il délivre en quelque sorte des conseils de vie à des jeunes Californiens qui cherchent l'amour, le savoir et la vérité, pour reprendre les mots de Foucault. Et en cela, pour moi, c'est vraiment quelque chose, un témoignage à la fois extrêmement intéressant du point de vue de l'histoire intellectuelle, et en même temps un témoignage émouvant qui témoigne en fait de l'amitié et de la proximité de son auteur, donc Seamus Wade, à l'égard de Foucault, pris non seulement comme un philosophe, mais aussi comme un être humain. C'est passionnant, ça donne évidemment envie de lire, et envie de lire peut-être la suite, Boltanski à Punta Cana par exemple, mais ça c'est l'avenir qui le dira. Merci beaucoup pour ces conseils, Annabelle Allouche. On retrouve toutes ces références sur le site de paroledhistoire.fr et sur la chaîne YouTube du podcast. Et très bonne fin d'année à vous. Merci beaucoup, bonne fête. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist, et à bientôt pour un prochain épisode.